Être une femme et avoir une île dans sa vie. C'est le thème de cette 4e saison de Murmure, en partenariat avec la Fondation Carmignac et le Parc national de Porquerolles. Je suis allée à la rencontre de femmes qui entretiennent un lien particulier avec leur île. Elles sont artistes, productrices, scénaristes, gardiennes de la nature. Je leur ai demandé en quoi l'île travaille leur féminité, si l'île révèle, façonne les femmes qu'elles sont devenues. Bernard Pess les a photographiées. De cette collaboration sont nés des portraits sonores regroupés dans cette série intitulée Archipel, un archipel visuel et sonore qui révèle l'île en elle. Les témoignages que vous allez entendre explorent des territoires intimes tels que l'amour, le rapport au corps, au vivant, au sacré, la sauvagerie, la création, la liberté, le désir ou encore la sensualité. À travers la parole de ces femmes se pose une question qui nous concerne tous. En quoi les lieux nous constituent ? Comment les endroits où l'on a grandi, où l'on a fait notre vie, par hasard ou par nécessité, contribuent à construire notre identité. Découvrez cette semaine le témoignage de Laurence. Je m'appelle Laurence de Cabarrus, épouse d'Almas, ça c'est ma carte d'identité. J'ai 66 ans, je fais partie de la petite quinzaine d'habitants de Porquerolles qui vit à l'année sur l'île. J'ai grandi dans un milieu aisé du 7e arrondissement à Paris. À côté de ma mère, la grande bourgeoisie industrielle du début du siècle, dans le pétrole plus exactement. Puis du côté de mon père, famille pas aisée mais comte. Donc mon père avait un titre de comte Tallien de Cabarrus. Et donc cette époque-là voulait qu'on marie les gens de bonne famille entre eux, où il fallait se rencontrer dans des rallyes. C'était ce genre de vie prévue et organisée de manière à ce qu'il n'y ait aucun dérapage. Et ma grand-mère, pareil, riche, héritière des pétroles des marais Azur. Enfin bref, grosse famille. Et donc elle a épousé aussi un riche industriel qui était dans les tanneries de cuir. Donc à l'époque, c'est pour ça que ce mariage a foiré très vite, c'est que en fait, ces mariages-là ne peuvent pas marcher très longtemps, à mon avis. Et en même temps, à une époque où c'était pas forcément répandu de se séparer, quand même. Ouais, mais ma grand-mère, elle l'a fait, donc voilà. Donc ma mère et son frère ont été élevés assez longtemps avec leur mère seule, et les nounous, et les chauffeurs, et les cuisinières, et les jardiniers. C'est un peu tout ça que j'ai mis un peu de côté de ma vie. Une volonté de t'échapper de ça ? Oui. Ouais. Parce que pour moi, ça n'a pas beaucoup de sens. Et les fonctions que tu as exercées ? Aujourd'hui, tu es à la retraite, hein ? Je suis retraitée. Oui. J'ai travaillé pendant plus de 20 ans dans le cinéma, à Paris, dans la déco, où j'étais ensemblière. Enfin, j'aménageais des décors, aussi bien dans la pub que dans les films d'époque, que dans les longs métrages. Et après, j'ai rencontré mon mari, je me suis mariée, j'ai voulu des enfants, donc j'ai changé un peu de vie, parce que le cinéma, c'est quand même pas... Puis je voulais retourner à Porquerolles et quitter Paris. Avec quelle représentation féminine tu as grandi ? Quels ont été pour toi les grands modèles féminins, ceux auxquels tu as pu t'identifier, ou simplement ceux qui ont peuplé ton enfance et ton adolescence ? J'allais à l'école chez les bonnes sœurs et j'avais pas tellement de connaissances des femmes. La musique a commencé à m'inspirer au niveau des femmes remarquables que j'aimais à l'époque. C'était Nina Simone, Ella Fitzgerald, Billie Holiday, Patti Smith. Les grandes voix du blues, du rock. Les grandes voix du blues, ouais, du rock, ouais. Non, en philo, en terminale, évidemment, on parlait de Simone de Beauvoir, Simone Veil et tout ça. Mais sinon, j'ai jamais été fascinée par qui que ce soit dans mon adolescence ou mon enfance, non. Et est-ce qu'il y a des femmes qui ont pu te guider ? Oui, il y a des amis de mon père qui m'ont aidé à prendre la pilule ou à faire des choses un peu dont je ne pouvais pas parler dans ma famille, surtout à mon âge. Donc il y a des femmes qui m'ont aidé, des amis proches de mes parents qui m'ont un peu guidée pour prendre mon autonomie, quoi. C'était des habits plutôt de mon père, des psys, parce que mon père était psychanalyste. Donc assez vite, j'avais des rapports intimes avec des amis, hommes et femmes d'ailleurs, de son métier. Et c'est plutôt ces gens-là qui m'ont un peu guidée, peu fait ouvrir un peu l'esprit, quoi.
Parce que c'est pas chez les bonnes sœurs que j'aurais eu cette ouverture d'esprit. Tu es l'une des petites filles de Paul Desmarais, qui a acheté l'île de Porquerolles aux enchères en 1937. Donc tu vis aujourd'hui en effet à l'année, à la Palue, l'un des rares domaines privés de l'île que tu partages avec tes 2 autres sœurs. Mais tu as passé tes premières vacances et presque toutes les suivantes sur cette île à Portmans, l'autre domaine familial où ta grand-mère venait passer ses vacances. Quels sont les premiers souvenirs dont tu te rappelles à Porquerolles ? Est-ce que tu sais à quel âge remontent tes premiers souvenirs ? Oui, alors ma grand-mère venait l'été à Portmans, une maison tout au bout de l'île et très isolée, à l'époque sans électricité. Et comme ma mère venait d'avoir les 3 enfants presque en 2 ans, là, très vite, je passais mes vacances toute seule. Donc au début, j'ai des souvenirs de vacances seule chez ma grand-mère à Portmans. J'avais 7-8 ans. Donc ma grand-mère avait un marin l'été qui était pêcheur et qui nous a quittés à Noël. C'était Jean-Claude Ferry qui conduisait son bateau. C'est lui qui m'a appris à pêcher, qui m'a appris à faire de la voile, qui s'occupait de moi un peu pour me divertir. Donc ça, c'est mes premiers souvenirs. Ouais, j'étais la petite fille avec sa grand-mère à Portmans. Ouais. Est-ce que tu te souviens de la façon dont tu percevais l'île à ce moment-là ? Je pense que c'était une immense liberté à l'époque. Toutes mes vacances, il n'était pas question d'aller ailleurs de toute façon, et du coup c'était la voile, la baignade. J'avais toujours des copines qui venaient l'été à la Palue, et la liberté d'aller au port, la liberté d'aller se baigner à Bagot avec un petit moteur et un bateau où les parents nous faisaient complètement confiance et où il n'y avait aucun danger nulle part, ni de se faire écraser par une voiture, ni de se faire attaquer. C'était une liberté totale et complètement sécure, quoi. J'ai passé mes 2 mois et demi de vacances, d'été, de vacances à Porquerolles. Et après, c'était la rentrée, la rentrée scolaire chez les bonnes sœurs, où il fallait mettre l'uniforme à jupe plissée bleu marine et le pull bleu marine qui gratte, se racheter les chaussures parce que le pied s'était élargi à force de marcher pieds nus l'été. Et du coup, j'avais un rituel à chaque fois que je rentrais à Paris et que je défaisais ma valise avec toutes mes fringues d'été encore un peu humides et encore un peu pleines de sel. Pendant une bonne semaine, elle restait ouverte dans ma chambre et je respirais, mais j'enfouissais mon nez dans mes vêtements pour sentir l'odeur de Porquerolles et le sel. Ouais, façon de prolonger ce plaisir du lien avec l'île. Tu m'as dit que tu as su très jeune que Porquerolles serait le lieu où tu t'installerais. Est-ce que tu saurais dire à quel âge à peu près l'idée germe dans ton esprit et pourquoi c'est vite une évidence pour toi ? Très tôt, adolescente, je me sentais tellement bien sur cette île que Paris, ça devenait difficile. Après, Paris, ça a été génial quand je bossais dans le cinéma parce qu'il n'y avait pas d'autre lieu pour être dans ce milieu-là. Donc j'en ai beaucoup profité de Paris aussi, mais mon refuge, ça a toujours été Porquerolles. Que ce soit mes histoires d'amour à adolescente, dont il fallait que je me remette. Ouais, les dépressions d'adolescente, c'était à Porquerolles que je me retrouvais dans mon élément et que je revivais, quoi. Toujours. Ça a toujours été mon repère de ressourcement. De toutes mes douleurs ou de ressourcement intégral, ouais. Les odeurs, les lumières, la mer, tous ces éléments-là m'ont aidé à vivre. À vivre, tout simplement. À survivre, à une époque même. On peut rêver, adolescente, de vivre à Porquerolles. Je pense qu'il y a peut-être beaucoup de personnes qui, passant ici, se disent « qu'elles rêvent », sans vraiment savoir ce qu'il y a derrière. Mais qu'est-ce qui te permettait d'y croire vraiment, concrètement ? Le déclencheur, ça a été quand j'ai rencontré mon mari, qui lui bossait dans le spectacle et composait. On a eu l'occasion, ma grand-mère étant propriétaire des murs d'un bistrot sur le port, à Trinquette, à Loustalais à l'époque. Donc quand l'ancien gérant est décédé, on a eu la priorité pour reprendre le fonds de commerce. Du coup, ça a été un flash, une évidence, comme Étienne aimait Porquerolles et qu'on s'était rencontrés quelques années avant. On a tous les deux quitté nos métiers dans le spectacle pour reprendre ce fonds de commerce où on n'avait jamais bossé dans la restauration avant. Donc il a fallu apprendre le métier en 6 mois l'hiver avant d'ouvrir. On s'est lancé dans l'histoire et ça a été 4 années extrêmement riches en rencontres, où on en a fait un endroit où il y avait beaucoup de musique, des soirées musicales, des soirées de poésie, des soirées d'écriture. Il
il y avait de la très bonne musique, il y avait des concerts. Enfin bon, ça a été un endroit que magique, vous avez fait à votre main, magique, en fait. Ouais. Voilà. Est-ce que tu crois au pouvoir de territoire qui façonne notre identité ? Ah bah oui, bien sûr, ouais. Évidemment, ouais. Et du coup, en quoi Lille t'a façonné enfant puis adolescente ? Qu'est-ce que tu penses que Lille a laissé comme trace en toi qui fait de toi la femme que tu es aujourd'hui ? On apprend l'autonomie et l'indépendance sur l'île très tôt. Il faut savoir se débrouiller avec la gestion de la nourriture, avec la gestion du mauvais temps, des tempêtes, l'isolement, savoir se débrouiller même pour le bricolage, parce qu'on ne peut pas toujours appeler un plombier pour réparer une chasse d'eau. Et du coup, ma mère bricolait déjà pas mal, puisqu'elle était très bonne tapissière et qu'elle est très bonne couturière. Donc je l'ai toujours vue avec soit des aiguilles de couture dans la main, soit une pince ou un tournevis dans la main, ou une agrafeuse. Et mon père un peu pareil. Donc très vite j'ai appris à m'occuper de la propriété moi-même. Enfin à aimer ça en tout cas, parce qu'on peut apprendre et pas aimer. Donc ça m'a appris l'autonomie, le sens du manuel, du travail manuel. Et c'est ce qui m'a forgé après, où j'ai bossé dans le cinéma et dans la décoration, où il fallait installer des décors, accrocher des tableaux. Et après, ça m'a aidé évidemment à revenir sur l'île et pas avoir peur de rester seule l'hiver. Voilà. Justement, une certaine capacité aussi à supporter l'isolement ? C'est pas supporter, c'est aimer plus que tout maintenant aujourd'hui, quoi. Ah oui, tu vas carrément c'est pas plus du loin. Tout, c'est que je supporte plus d'aller une semaine à Paris ou même quand je veux passe à terre faire des courses, c'est des journées fatigantes. Enfin, le silence de Porquerolles, la pleine nature, la lumière, la mer à 50 mètres de la maison, où on est complètement dépendant de la météo et la nature sauvage comme ça, je pourrais plus m'en passer. Oui. C'est vital, c'est vital, ouais. À aucun moment c'est pesant pour toi. Ah non, jamais, non, jamais. Même 3 jours de pluie, même les bateaux qui passent pas. C'est quand on a pris l'habitude, c'est aucun problème, non. Est-ce qu'il y a des injonctions auxquelles tu as le sentiment d'avoir été soumise quand tu étais petite, puis ado sur l'île, peut-être par rapport aux garçons notamment ? Est-ce que tu as ressenti des différences de traitement entre les garçons et les filles ? Pas du tout. Les hommes, si, j'avais des copains d'enfance. Il y avait une espèce de boîte de nuit qui s'était faite dans une toute petite cave humide et très chaude sous le Stellerie où on se retrouvait. C'était mes 16 ans, 17 ans, James Brown et Gainsbourg et Birkin. Enfin, c'était chaud, quoi. Mais aucune maltraitance. Non, les jeux d'ado. Les jeux d'ado, mais pas de différence de voilà. Non. Non, et puis j'étais quand même la petite fille des propriétaires de l'île, mais je pense pas que j'ai jamais ressenti cet éloignement ou ce respect particulier parce que j'étais la petite fille de Madame Desmarais, où j'ai tout de suite pris ma place comme je faisais de la voile ou que je m'amusais avec tout le monde. Enfin, j'étais pas ni maltraitée, ni traitée différemment. Donc t'as même pas ressenti, parce que j'entends que aucune injonction liée au genre, tu l'as absolument pas ressenti, mais ni même une certaine forme d'injonction de classe et de statut. Le fait que tu sois la petite fille de Paul Desmarais, ça t'a jamais été renvoyé au visage ? Peut-être que les anciens disaient derrière mon dos forcément ah mais elle c'est la petite fille, donc on reste un peu à l'écart. Mais mon caractère faisait que je m'entendais de toute façon avec tout le monde très vite. Et puis le fait que je vienne hors saison, souvent en vacances, et puis j'avais des rapports très faciles avec tout le monde. Et puis j'ai pas le sentiment que t'étais quelqu'un qui te laissait embêter. Non, pas du tout. Non. Peut-être moi qui dirigeais. Tu parles de Porquerolles souvent comme une île de femmes. Est-ce que tu te souviens de la personnalité de ta grand-mère ? Bah oui, je m'en souviens bien. Donc c'était une femme très respectée parce qu'elle avait beaucoup de moyens vu qu'elle avait acheté l'île. Très respectée en tout cas en face. Après, derrière, ça devait pas mal jaser, je pense, parce qu'elle avait un peu un mauvais caractère. Enfin, elle avait toujours beaucoup de personnel, quoi. Donc moi, c'est ce qui me dérangeait
En fait, c'est ce qui faisait que je voyais une différence entre cette famille-là et les habitants du village, en tout cas. Sur le tempérament de ta grand-mère, une femme de caractère ? De caractère, de par son pouvoir, pas de par sa culture, parce que je pense pas qu'elle était très cultivée, ma grand-mère. Contrairement peut-être à Madame Henry, qui, elle, rayonnait avec Malraux et Paulan. Mais bon, c'était deux femmes différentes, mais elle avait son caractère, oui, il fallait pas lui résister, quoi. Mais avec moi, elle était adorable, puisque j'étais sa petite fille aînée, et pendant 7 ans, je suis restée sa seule et unique petite fille, donc j'étais très gâtée, très très gâtée. Comment tu qualifierais ta relation avec ta grand-mère ? Donc je te dis, elle m'adorait et elle me traitait de zazou assez régulièrement. Pourquoi ? À l'adolescence, pour elle, j'avais les pattes d'éléphant, les sabots et les foulards indiens, donc j'étais forcément zazou. Voilà, mais ça lui déplaisait ou pas ? Non, pas du tout. Pas du tout. Non, elle aimait bien mon côté un peu rebelle, je pense. Ça la faisait rire. Donc on a parlé de ta grand-mère, tu as cité également Marceline Henry, que tu as très peu connue. Oui, j'ai pas connu. J'ai des vagues souvenirs d'elle physiquement, mais j'ai pas... Non, j'étais trop petite. C'était trop petite. Il y a eu aussi Vivienne de Watteville, puis ta maman, les sœurs Buffet, tes sœurs et toi, donc en effet une île de femmes. Même si toutes ces femmes ont des personnalités très différentes, elles se définissent toutes par une force de caractère, il me semble, une certaine forme de détermination et d'indépendance. Est-ce que selon toi, l'île y est pour quelque chose, ou est-ce qu'au contraire, il faut voir un petit peu les choses dans l'autre sens, à savoir qu'il faut avoir un tempérament fort pour vivre sur cette île, de près ou de loin ? Bref, les deux, les deux. Il faut avoir un fort tempérament, comme ma grand-mère, sûrement, quand elle a découvert l'île et qu'elle a voulu acheter l'île, il faut quand même oser faire ça. Donc elle avait déjà ce tempérament, et en même temps, quelqu'un qui n'a pas de tempérament ne peut pas s'installer sur l'île, et si l'île n'apporte rien, on ne peut pas rester. Enfin, nous, on a eu pas mal d'exemples de femmes de garde, au temps où il y avait un garde dans notre propriété. Et donc les femmes, si elles se mettent pas à gratter la terre très vite, elles s'en vont, quoi. C'est difficile de rester enfermée à attendre son mari qui bosse dehors toute la journée si on n'a pas de ressources personnelles, quoi. Mm-hmm. Oui, il faut avoir du caractère et l'île renforce. Et l'île renforce ce caractère, ouais. Mm-hmm. Ah oui, complètement, ouais. En évoquant ces femmes qui ont marqué l'histoire de Porquerolles avant ta famille, il y a eu cette résidente dans la maison de la baie de Portman, Vivienne de Watteville, aventurière de retour d'une expédition au Kenya, qui arrive à convaincre non sans difficulté les Henry de pouvoir y séjourner à l'abri de tout, de 1929 à 1930. Et elle écrit dans son ouvrage intitulé « Une île sans pareil », en parlant de la propriété de Portman: en contrebas, face à moi, je distinguais la maisonnette blanche, blottie comme une mouette, juste au-dessus de la roselière. Je demeurais toujours un instant à contempler mon logis. Je m'y imaginais d'ores et déjà installé. La fumée qui montait dans la brume lumineuse de juillet était celle de mon propre feu. Comment m'y sentirais-je, entravé par 1000 possessions terrestres, sous le fardeau de 1000 soucis que j'aurais aisément pu m'épargner? Il était encore temps de fuir, le cœur indemne. Seules me répondaient les 4 notes des huppes qui réveillaient mes souvenirs africains et mon besoin pathologique de liberté. Alors cette toute jeune femme qui décide de faire une retraite loin du monde dans un lieu qu'elle ne connaît presque pas, défiant les Henry et subissant les avances de l'homme qui lui avait été assigné, qui était Joseph Barézy, un homme à tout faire. Qu'est-ce que t'inspire le récit de cette femme, Vivienne de Watteville ? Oui, sachant que Portman, c'est quand même au bout de l'île, et que à l'époque, je pense qu'elle avait un âne et une carriole pour aller au port, et que ça devait mettre 2 heures, 3 heures pour aller au port, dans la forêt. Ça m'inspire. Oui, enfin, c'est comme Alexandra Navalny ou toutes ces femmes qui allaient au Tibet ou qui traversaient l'Atlantique en avion dans les années 20. Enfin, toutes ces femmes sont... L'admiration, du coup ? Ouais, beaucoup, ouais, beaucoup. Comme on dit aujourd'hui, elles sont couillues. T'aurais pu ou pas ? Non, vivre seule à Portman, non, j'aurais pas pu. Peut-être à cette époque-là, j'aurais pu, mais aujourd'hui, ça me semble difficile d'être à la fois en dehors du port et vivre seule. Non, je pourrais pas. Mm-hmm. Je vis avec Fred, mais seule, je pourrais pas.
Mais au port, d'ailleurs, l'hiver, j'ai compté, il y a principalement des femmes. Hein. Des femmes qui vivent seules, en plus. Il y a la cantonnière, il y a l'ancienne femme du pêcheur qui est partie. Il y a la postière, il y a Lalo dans son fort là-haut. Donc c'est toutes des femmes seules et qui ont un sacré caractère, quoi. Mmh. Donc on est vraiment sur une île de femmes. Ouais, complètement. Est-ce qu'on peut parler d'amour, Laurence ? Bah oui. Tu as vécu des histoires d'amour adolescentes à Port-Cros. Les îles apparaissent souvent un petit peu comme un cadre rêvé pour vivre une histoire d'amour, que ce soit par la nature, la sensualité du territoire. Comment ça les colore, les histoires d'amour, de les vivre sur une île ? Premier vrai baiser avec un garçon, c'était sur le ponton, avec un ciel étoilé. C'est sûr que c'est pas dans une cave en banlieue parisienne, donc ça aide. Ça aide, ça favorise. Ça enjolive. C'est toujours des contes de fées. C'est sûr que c'est plus fort et plus magique d'être à Port-Cros dans ses premiers émois amoureux qu'ailleurs. Enfin, c'est comme ça que je l'ai vécu, en tout cas. Tout est un peu sublimé. Tout est sublimé, ouais. Ouais. Par les odeurs. Même les mecs. Même les mecs, ils sont beaucoup plus beaux là-bas. Vachement plus beaux, on voit leur corps nus toute la journée, bronzés. Tu m'expliquais, Laurence, que depuis que tu es adolescente, tu fais passer le test de l'île à tes amoureux. Est-ce que tu peux expliquer aux auditeurs en quoi ça consiste ? Il fallait forcément, quand une histoire commençait à prendre un peu d'importance, il fallait forcément... Je parlais beaucoup de Port-Cros aux hommes que je rencontrais. Du coup, il fallait que je leur montre très vite Port-Cros et que je les amène sur l'île, évidemment. Ouais. Et si ça leur plaisait pas, ou s'ils s'y comportaient d'une manière qui me plaisait pas, c'est une histoire qui pouvait pas durer. Mmh. Donc c'était l'île ou... c'était... Ah, ouais, se retrouver avec quelqu'un qui sait pas comment vivre l'île ou qui sait pas... qui s'angoisse, parce qu'il y a des gens qui s'angoissent de passer des moments... l'idée qu'il peut y avoir la tempête et pas de bateau, et ça peut être très angoissant pour des gens qui ont l'habitude de la vie parisienne et les rendez-vous. Et donc très vite, il fallait que je les amène à Port-Cros pour voir comment ils s'y sentaient. Et d'ailleurs, la plupart disaient « Oh là là, mais c'est un endroit magique, qu'est-ce que c'est génial, c'est un paradis ». Mais en fait, je leur montrais très rapidement que c'était pas que ça. Que c'était pas que ça, non. Mmh. Il fallait aussi... savoir mettre la main couper à un la arbre pâte. avec une tronçonneuse. Non mais il y en a beaucoup qui se sont scratchés à ton test insulaire. Ah mais tous mes anciens amoureux n'avaient plus de bras et plus de doigts. Ils ne voulaient pas revenir. Ça pose un petit peu la question de savoir si le fait d'avoir une île dans sa vie, c'est compatible avec des histoires d'amour, non ? En tout cas, ça restreint le choix. C'est pas mal comme filtre. Ah bah c'est vachement bien comme filtre. Ouais. Est-ce que tu es d'accord pour qu'on parle d'Étienne, qui était ton mari aujourd'hui disparu et le père de tes enfants ? Mm-hmm. Oui. Alors Étienne, il a écrit un magnifique ouvrage qui s'intitule « Son île », qu'il t'a dédié et qui raconte votre vie, votre rencontre et vos 7 années de vie commune à Port-Cros. En effet, un très beau livre illustré par Jean-Claude Silberman qui est édité aux éditions Le Être Pourpre. Dans les premières pages du livre, il raconte votre rencontre et le couperet, le fameux couperet de l'île. Si tu permets, je vais lire le petit passage dans lequel c'est mentionné. Auprès d'elle, la vie a commencé tout doucement à repasser en couleur. Le rapprochement des corps, l'accord des esprits, la connivence qui s'installait déjà entre nous ont eu raison de moi. Il m'a bien fallu un jour accepter d'être amoureux. Mais voilà, que je sois amoureux d'elle ne lui suffisait pas. Il fallait aussi que je sois amoureux de son île. Alors très vite, elle m'a mené sur son île sans me prévenir que si elle me laissait indifférent, elle me quitterait. Voilà, donc il avait bien compris, Étienne. Je confirme. Et il écrit la page suivante, il décrit sa première rencontre avec l'île. Il dit « Je voulais apprendre ses rites, ses habitudes, savoir comment elle atteignait le port d'embarquement, connaître le prénom du chef de quai, et je voulais en même temps jouir sans réserve et avec concentration de l'émotion volatile de la première fois. La découverte naïve et émerveillée, la même pour tout le monde, mais pour soi-même, elle est unique et irremplaçable. Elle s'amusait de mon regard de touriste et l'enviait un peu, je crois. Elle n'avait évidemment jamais eu de première fois. »
Laurence, est-ce que tu te souviens de cette arrivée d'Étienne sur ton île, sa découverte de Porquerolles et des pensées, des émotions qui te traversaient à cet instant? Est-ce que c'était de la crainte, un certain amusement face à sa curiosité, de la joie ou toute autre chose? J'étais déjà assez sûre de mon coup parce qu'en fait, il habitait sur une péniche sur la Seine. Déjà, il savait amarrer un bateau, ce qui était quand même un bon point. C'était quand même un énorme bon point. Non, j'étais presque sûre que ça allait coller, cette histoire. Et puis, on n'était plus des gamins non plus. On avait plus de 30 ans. Du coup, j'en étais pas à mon premier essai, mais bon, il fallait bien que ça se confirme et que ça se concrétise un jour. Non, mais ça s'est passé très, très facilement et naturellement. Et naturellement, complètement, ouais. Il écrit un petit peu plus loin le bonheur physique d'être sur cette île, l'évidence pour lui. Ce très beau passage. Bien sûr, j'ai été saisie par le bonheur physique d'être là. Qui ne le serait pas? Cette douceur particulière de l'automne méditerranéen, cette lumière colorée qui laisse le regard porter loin, la tiédeur confortable de l'air, la sensation brutale d'un silence quasi absolu, rompu seulement par le ressac derrière le rideau de Cannes, le vent dans les eucalyptus, les goélands et les corbeaux donnent le sentiment qu'on pourrait, ici, laisser ses jours s'arrêter dans la jouissance d'une paresse sans fin. Tout ce qui m'avait manqué était là offert, le calme, la lumière, la nature, l'amour. Pas mal, hein? Ouais, c'est très très beau. Alors le savoir si conquis par ton île, en adéquation avec elle et la comprenant si bien, qu'est-ce que ça t'a procuré? Ça a été une évidence que lui s'est bien senti tout de suite à Porquerolles et qu'il voulait déjà y vivre. Et son métier lui permettait ça, puisqu'il était compositeur, qu'il pouvait très bien faire de la musique et écrire la musique sur l'île. Tout concordait pour. En fait, là, tu t'es jamais posé la question parce que tout s'est fait et c'est enchaîné naturellement. Ouais, complètement. Ouais. Parce qu'en 95, tu l'as dit, vous vous installez pour la première fois sur l'île avec Étienne. Qu'est-ce qui vous décide quand même à sauter ce pas-là, à vous dire on quitte tout et on vient se. Alors déjà, en 94, j'ai eu mon premier fils, donc on voulait vraiment qu'il passe ses premières années sur l'île. Et après, il y a eu Jérôme 2 ans après. Donc, on voulait que nos enfants aient leurs premières années dans C'était important pour vous, qu'ils grandissent. Surtout qu'à l'époque, il y avait une école et une maternelle et que c'était tellement évident C'était là, quoi. Et puis, cette occasion de reprendre ce bistrot et d'en faire un endroit magnifique et tellement enrichissant. Voilà, ouais. Tout s'est bien organisé pour ça. Ça a été des très belles années. À tel point que vous vous mariez, ce qui n'était pas forcément une évidence pour tous les deux. Étienne écrit « Nous mariés, nous avions vécu l'un comme l'autre des histoires d'amour en union libre et la reconnaissance sociale ne nous était pas nécessaire. Notre parole valait autant qu'un papier. Pourquoi alors ce besoin de passer de la préhistoire à l'histoire, de l'oral à l'écrit, de nous signifier l'un à l'autre à quel point nous désirions que cette union soit définitive ?» Alors Étienne ne répond pas à la question qu'il pose. Est-ce que toi tu sais, Laurence, pourquoi ce choix de se marier alors que l'un comme l'autre, a priori, vous auriez pu peut-être vous en passer? Est-ce que c'est le pouvoir de l'amour? Est-ce que c'est le pouvoir de l'île? Est-ce que c'est les deux combinés? Ou est-ce que j'ai une vision vraiment trop romantique de l'histoire? À partir du moment où on avait décidé de faire un gamin, on s'est dit, bon, le mariage, de toute façon, c'est rien. Derrière, c'est tellement plus pratique pour les papiers et c'est plus simple, quoi. Ça a été l'occasion d'une fête à Porquerolles? Ça a été l'occasion d'un gros pot sur le port en plein soleil au mois d'avril avec tous les Porquerolliens. Et comme on voulait pas du tout organiser parce que c'est compliqué d'organiser un mariage avec 200 personnes et les amis, la bouffe, l'organisation, on n'avait pas du tout envie de ça. Du coup, Étienne a invité ses parents et moi j'ai invité mes parents et tous les Porquerolliens et même pas les frères et sœurs, on les a pas invités. Il y a juste ma petite sœur Sylvie avec qui j'étais très proche à ce moment-là qui est venue à ce mariage. Mais sinon on voulait pas. Étienne avait 5 frères et sœurs. Enfin on voulait pas. Vous dites quelque chose de simple. On voulait juste dans la sobriété la plus totale et surtout. Moi, j'ai pris mon témoin, c'était Cyr, le cantonnier, le père de Cyrielle. Étienne a pris Dany, qui était ancienne institutrice
Donc voilà, comme Cyr s'occupait du cimetière et s'occupait des tombes et des enterrements, on s'est dit que c'était bien d'avoir 2 témoins, l'institutrice et la personne qui met les morts en terre. Ça symboliquement. Parcours de la vie, quoi. Mais c'était un très beau mariage, très doux et très simple. Très simple. Et tous les Porcrosiens sont venus d'ailleurs. De toute façon, les mariages, les enterrements, c'est particulier sur l'île. Ouais, les enterrements, c'est toujours des moments très forts. Et puis les mariages, forcément, tout est sublimé à Porquerolles, tout est exagéré, tout est fort, tout est intensifié. Trop. Tout est trop. Tout est trop. Presque. Tout est trop. Donc, on l'a dit, vous avez tenu le restaurant-bar La Trinquette tous les deux, de 95 à 99. Étienne écrit en parlant de l'ouverture de votre établissement. Nous avions tout à nous prouver, que nous étions capables de tenir l'établissement, bien entendu, mais aussi que nous pouvions apporter quelque chose de nous-mêmes à son île. Nous voulions par-dessus tout que les visiteurs aiment son île et désirent y revenir. Nous espérions pouvoir les aider à vivre ici quelques instants de ce bonheur irremplaçable qui fait que depuis toujours, toute la vie, cette île sera liée à des moments parfaits. Quel souvenir tu gardes de ces années, de ces premières années peut-être, parce qu'après ça devient plus compliqué? C'est très très compliqué, c'est très partagé parce que c'est énormément de fatigue, mais ça... tous les saisonniers le savent, un établissement qui est ouvert de 7h du matin à 1h du matin, c'est 18 heures de boulot par jour, 6 mois par an, sans une seule journée de repos. Donc ça, physiquement, c'est très fatigant. Mais moi, j'étais extrêmement attachée à ce bistrot, puisque j'y venais déjà adolescente rencontrer les saisonniers. Donc c'était un lieu très riche de souvenirs dans ma tête. Et me prouver aussi que je pouvais travailler et habiter sur l'île et en vivre, ça c'était important pour moi. En tout cas, même par rapport aux autres commerçants qui m'ont toujours connu et où il y en a certains qui disaient ils vont reprendre, ça va pas être facile, ils y connaissent rien, ils vont se faire voler par les saisonniers. Vous aviez quelque chose à prouver, il le dit. Oui, carrément. Et toi en tant que femme, un peu plus ou pas? En tant que petite fille de l'île, oui, il fallait que je prouve que moi aussi je pouvais bosser et que je pouvais vivre comme une Porcrosienne. Ouais. Sur la difficulté et le rythme effréné qui empiète sur la vie de couple, Étienne écrit ce passage très fort, il dit « La saison d'été se révéla être un interminable tunnel. Quand l'un de nous deux quittait la maison avant le jour pour l'ouverture, l'autre assurait la fermeture et rentrait en pleine nuit. Plus rien ne pouvait entrer dans nos esprits, nos âmes ni nos corps, que l'établissement. Pas même nos regards d'époux aimants portés l'un vers l'autre. Nos seuls moments de coexistence à elle et à moi se déroulaient l'après-midi lorsque nous travaillions ensemble derrière ce comptoir exigu et mal commode, en présence des serveurs qui exigeaient leur plateau et des clients accoudés au comptoir, dans le brouhaha des moteurs des frigos innombrables et le fracas récurrent du percolateur. Être présent au travail et aux autres nous contraignait à être absents de nous-mêmes. Ah oui, c'est une vie particulière, oui. Mais bon, on savait aussi qu'on avait 4 mois, 5 mois en famille, tranquille l'hiver, c'est ce qui nous faisait tenir aussi. D'ailleurs, Étienne a eu beaucoup de mal à continuer ses boulots de composition de musique et de théâtre de rue et de création, parce qu'en fait, c'est quand même un métier qui vide la tête complètement, quoi. Lui, il se disait, 6 mois par an, je pourrais reprendre mes activités culturelles et me remplir de la tête d'intelligence. Mais en fait, on s'est vite rendu compte qu'il fallait au moins 1 mois à s'en remettre et épuiser. Et puis, il faut un bon mois pour remettre en route le bistrot, le personnel. Donc, on a finalement très peu de... Ça limitait considérablement... Ça limitait un peu l'ouverture au monde extérieur. Plus les gamins en plus, donc c'était... Un rythme fou. Voilà. Tu évoquais toutes ces femmes qui tiennent des fonctions importantes sur l'île aujourd'hui. Quel regard tu portes justement sur la place des femmes sur l'île actuellement ? C'est drôle parce que il y a 2 établissements qui ont été repris par les filles des anciens propriétaires, Stéphanie et Roxane.
y a Lalo, Anne-Laure Buffet, qui s'occupe du manoir et qui est là toute l'année et qui seconde son père de plus en plus. Donc, oui, petit à petit, c'est des femmes qui reprennent les commerces et qui reprennent la gestion de l'île au niveau la poste, la cantonnière. Enfin, là, en ce moment, il y a des belles femmes, il y a que des femmes. Et il y a une solidarité entre femmes, entre vous. On s'entend bien. Ouais, on s'entend bien. Bon, il y a des hauts et des bas, hein. Il y a des caractères de cochon plus que d'autres, mais en général, ça marche bien, ouais. Est-ce que c'est un hasard que ce soit qu'il y ait plus de femmes aujourd'hui aux mains d'établissements ou de fonctions importantes sur l'île ou... D'ailleurs, c'est marrant parce qu'à chaque fois qu'il y a des nouveaux compagnons de ces femmes-là, tu sens que se pose exactement... Enfin, je sens dans leur tête que se pose le même questionnement sur va-t-il résister à ma famille quand tu t'acoquines avec une femme de l'île, il faut supporter la famille derrière. Hein. Donc ça, c'est... Il faut supporter l'île et la famille. L'île et la famille. Faut le vouloir, quoi. Faut être amoureux pour rester sur l'île. Une question qui n'a rien à voir, Laurence, mais est-ce que tu te retrouves dans les idées féministes actuelles ? Est-ce que tu te qualifierais de féministe ou pas ? Bien évidemment, et complètement spontanément, et pas par esprit de revanche ou de lutte, parce que j'ai absolument pas à me plaindre de... Enfin, quand on vit à Port-Cros, j'ai pas du tout à subir la moindre... comment on dit soumission ou entrave, voilà. Spontanément, évidemment, je suis féministe, mais je suis pas militante, pas féministe par réaction, mais juste par solidarité et par évidence, quoi. L'île est un lieu directement associé à tes maternités. Laurence, tu as évoqué tes deux fils. Étienne décrit votre désir d'enfant. Il écrit avec une justesse rare les fausses couches qui précèdent l'arrivée de votre premier fils, Nicolas, et qui teintent forcément son arrivée d'une aura particulière. Il y a deux très beaux passages que je voulais lire. Nous avions choisi de vivre là, nous voulions que notre enfant grandisse dans la tranquillité des eucalyptus, des parents près de lui, et lui près de nous. Alors nous avons foncé dans l'aventure. Et plus loin, au moment de l'arrivée de Jérôme, en parlant de toi, il écrit « Elle, épanouie au possible par sa grossesse, et déjà dans le bonheur anticipé de la délivrance, illuminée d'un sourire qui semblait ne jamais devoir même s'estomper, prenait tranquillement place et installait sur une banquette son corps de reine. Je suivais avec les bagages, présentant des excuses à l'équipage et aux passagers, bafouillant que certainement oui, tout allait bien se passer. » On sent une telle joie, une telle confiance et un appétit de vivre et de donner vie dans ces passages. Quel souvenir tu gardes de ces maternités heureuses ? Est-ce que l'île t'a permis de vivre ta maternité d'une autre façon ? Tu penses que tu aurais pu la vivre ailleurs ? De la même façon qu'on parlait de l'île qui colore un petit peu les histoires amoureuses, est-ce que l'île colore aussi les maternités et la façon de les vivre ? Ah oui. Jérôme, il est arrivé, il avait 2 jours sur l'île. 3 jours. Il y avait le bal du 14 juillet et je l'ai emmené au bal, il avait 3 jours. Et d'ailleurs, tout le monde me disait, mais t'es complètement folle, c'est quoi ce truc, il a quel âge, il y a 3 jours. Je dansais déjà. Tu vois, tout à l'heure, tu disais, c'est toujours trop, ça sublime tout. Est-ce que ça sublime aussi les maternités ? Est-ce que tu t'es sentie... En tout cas, je pense surtout à l'arrivée de Jérôme, où en fait, vous travailliez à cette époque, donc vous étiez à fond. Est-ce que ça t'a donné une énergie particulière ? Est-ce que tu te sentais plus forte, plus battante, en fait ? Oui, je pense. Et il faut l'être, parce que de toute manière, quand tu as un bébé d'une semaine ou un mois qui se met à avoir 39 degrés dans la nuit et que tu n'as pas de médecin et que tu n'as pas... Donc il faut avoir confiance en soi, il faut avoir confiance en son enfant. Il y a une espèce de lâcher prise, ouais. Après tout, il y a tellement de bébés qui vivent au fin fond de la brousse et qui n'ont pas de médecin. Enfin, c'est quand même si c'est très isolé, c'est une maternité privilégiée, sans pollution, sans bruit. Les enfants dorment bien. On leur apprenait à toucher l'écorce des chênes à 2 mois. On leur expliquait
les chants des oiseaux. Enfin, ils ont imprégné tout ça, et c'est ce qui fait qu'ils sont autant attachés à Lille et qu'ils viennent souvent me voir, quoi. C'est des souvenirs d'enfants. Des odeurs, des lumières, des... Est-ce que tu dirais que Lille, en quelque sorte, joue dans la formation aussi? Tu dis tout de suite, on les projette à observer le poulpe, observer tel arbre. Lille un peu maternelle aussi, à tes côtés. Elle protège de la ville, des bagnoles. Avoir un bébé aujourd'hui en ville ou la poussette dans les crottes de chien, ça, ils n'ont jamais connu. Enfin, ils n'ont jamais connu la poussette d'ailleurs, puisque les chemins sont impraticables. J'aimerais évoquer un épisode plus difficile. Vous avez eu avec Étienne une petite fille, Suzanne, qui est née sans vie. Étienne écrit ces mots simples et magnifiques. « Tu t'appelles Suzanne, c'est toi que nous attendions. Tu es partie. Pourquoi ? Tu as un nom, tu auras une sépulture, tu as 2 frères qui t'attendaient aussi. Ils sauront ton nom. Nous aurions vraiment voulu t'aimer plus longtemps. Tu es notre fille, que nous ne connaîtrons jamais. Tu t'appelles Suzanne. » À la lecture de ces mots très beaux, très simples d'Étienne, là où Lille a pu se montrer un territoire idéal de votre amour avec Étienne, accueillir l'élan vital de la construction de votre famille avec Nicolas et Jérôme, ce lieu tant aimé, est-ce qu'il pouvait abriter votre deuil, la douleur et la mort incompréhensible d'un enfant ? Est-ce qu'après autant de joie sur cette île, c'était encore possible d'y vivre après cet événement ? Eh ben, on est parti. Vous êtes parti. Ouais. Au bout de 4 ans d'établissement, où j'étais enceinte la dernière été, où effectivement ça s'est mal passé à la fin, on a eu un rejet assez brutal de Lille. On a arrêté de bosser au bistrot parce que c'était plus possible. Enfin, il y a eu plein de raisons à ça. Et du coup, il fallait faire une rupture. Alors, il y a eu aussi plein d'éléments qui ont fait qu'il fallait qu'on parte. L'école allait fermer, donc il n'y avait plus d'école pour les enfants. Et le bistrot, on en a eu marre au bout de 4 ans. Et cet événement où je pense qu'Étienne a beaucoup plus souffert que moi, ça a été violent. Oui, tout est plus violent. Sur votre premier retour en famille sur l'île, Étienne écrit « Après 18 mois, nous avons pu, poussés encore une fois par nos garçons, retourner sur son île. Il y avait une blessure profonde, mais pas de cassure dans notre vie. La cicatrisation pouvait commencer. » C'était possible de revenir. Ouais. Ah bah oui, parce que... oui, c'était évident. C'était évident. Une évidence, ouais. Déjà parce que les garçons... les fils voulaient revoir, étaient tellement attachés que... Non, puis nous aussi, on était attachés. On a eu une rupture violente où il fallait qu'on se remette un peu d'équerre dans nos têtes, mais évidemment, on y est retourné très vite, ouais. Passer tous nos étés, toutes nos vacances et répéter la vie, quoi. Les vacances à Porquerolles. Vous y revenez dans le cadre de vacances, c'est ça ? À ce moment-là, oui, puisque les garçons avaient école à Grenoble et qu'on revenait toutes les vacances. Ouais. Comment ça se passe ensuite ? Comment se déroule votre vie et à quel moment tu décides finalement de revenir t'installer à Porquerolles ? Maintenant. Alors quand on s'est installé à Grenoble, Étienne est tombé malade, donc un cancer de la moelle osseuse. Donc 7 ans de traitement, de chimio, d'aplasie, de greffe de moelle, de rémission et de rechute. Donc il est décédé en 2008 et donc ça a été un peu lourd. Donc mes enfants ont perdu leur père assez tôt, 12 ans et 14 ans. Et évidemment le retour le plus souvent possible pour les vacances à Porquerolles. Et puis après, les enfants ont commencé à grandir et à aller à la fac et à être un peu plus autonomes. Moi, j'étais veuve. Et puis, j'ai eu la chance de rencontrer le compagnon avec qui je suis actuellement, qui, lui, vivait à Lalonde, qui travaillait encore dans le bâtiment et dans la construction de maisons et de rénovation. Et je l'ai rencontré... C'est une sacrée histoire. Donc je l'ai rencontré il y a une dizaine d'années où nous cherchions un gardien à l'époque, puisque j'habitais encore à Grenoble et que
la tradition familiale faisait qu'il y avait toujours un gardien à la maison pour entretenir les maisons, pour repeindre les volets, pour qu'il y ait une présence dans la propriété, parce que le jardin demande beaucoup d'entretien. Donc nous avons passé une annonce dans Ouest France, comme d'habitude, parce que c'était la tradition, parce que mon père disait que les Bretons étaient plus sérieux que les Varois. J'avais un ami à Grenoble qui avait un appartement à la Londe, je vais la faire courte, et qui m'a dit « Ah, mais je connais un homme qui a refait mon appartement à la Londe, c'est un super artisan, il est super gentil, en plus il a un pointu, en plus il connaît Porquerolles, et en plus il va bientôt prendre sa retraite, il faut absolument que tu l'appelles, peut-être que ça va l'intéresser de prendre le poste de gardien à la Palue. » Donc voilà, je l'ai appelé et on ne s'est plus quitté en fait. Et donc vous êtes devenus les gardiens de la Palue. On est devenus les gardiens de la Palue, on y vit et on n'a plus de gardiens et c'est nous les gardiens. Donc il a passé le test aussi. Il a passé le test, mais c'était les doigts dans le nez, pareil, ouais, facile. Il avait déjà son pointu, il pêchait, il y avait toutes les circonstances qui faisaient que c'était encore une évidence. C'est très facile pour lui et très facile pour moi. Et accepté par mes enfants, donc c'est important. Ah c'est important, oui. D'ailleurs, en parlant de tes enfants, ils continuent de se rendre à Porquerolles. Quel lien ils entretiennent aujourd'hui avec l'île ? Parce qu'ils ont quand même grandi, eux, ils ont quand même l'île dans la peau aussi, depuis qu'ils sont tout petits. Ah oui, que des souvenirs d'enfants, de petite enfance, et d'école, et ouais. Ils viennent me voir, comme moi j'ai pas très envie de monter à Grenoble, et en fait ils viennent me voir très souvent. Et à chaque fois c'est super. Et à chaque fois, oui, mais avec beaucoup de prudence. C'est-à-dire ? Ils savent très bien qu'ils peuvent pas non plus amener n'importe qui, surtout que je suis là. En plus, et qu'ils sentent très bien comment ça va pas le faire. Double test. Double test. La mer et Porquerolles. Terrible. Ça a commencé très tôt. Hein. Jérôme, il nous a ramené des filles, il avait 14 ans, 15 ans. Il fallait que je prenne le prétexte que ma sœur avait besoin d'une babysitter par rapport aux parents de la jeune fille. Donc voilà, je les ai un peu aidés je les ai en même temps aidés à ce que ça se passe bien. Ouais. Mm-hmm. On marche pieds nus. Sur ton île, on marche pieds nus ou pas ? Oui, aussi. Enfin, pas tout le monde, mais... Pas tout le monde, mais certes, comme à Porquerolles. Oui, on laisse la peau se faire brûler par le soleil. La douceur du climat permet de vivre moins vêtu qu'ailleurs. Est-ce que l'île favorise, selon toi, une acceptation, l'expression d'un corps plus libre, une forme d'émancipation du corps, un peu moins corseté qu'en ville T'as fait des podcasts au Levant, toi ou... On vit pas nu à Porquerolles, mais malgré tout, est-ce que tu dirais que ça a pu avoir un impact sur ton rapport, toi, personnel, à ton propre corps, de vivre et grandir sur cette île ? Forcément, parce que je fais pas très attention je suis pas en représentation, jamais. Je bricole, donc je m'habille effectivement n'importe comment, et je suis quand même tout le temps assez sale. Donc il faut que tu sois confortable, c'est ça que tu veux dire ? Voilà, je suis en salopette, je suis en bleu de travail, je suis en jean pourri et en basket. Oui, j'ai pas de chaussures à talons. Je n'en ai pas. Tu n'en as pas ? Je n'en ai pas. Je saurais même pas marcher avec, je pense. Le corps est à l'aise, quoi. Je suis pas guindée, j'ai pas de... Aller chez le coiffeur, c'est juste une fois tous les 2 ans, et je fais pas beaucoup d'efforts à ce niveau-là. Mais ça a toujours été un peu comme ça, là. Les garçons manqués, je sais pas, enfin... un truc. Déjà, quand j'habitais Paris, j'étais pas non plus... je travaillais dans la déco de cinéma avec des peintres et des menuisiers, c'est pas... J'ai toujours été assez à l'aise avec mon corps, quoi. Et assez charnel, ou comment on dit. De quoi je me lance dans des mots complètement n'importe quoi. Mais non, pas du tout. Mais tactile, voilà. Tactile, oui, tactile, manuel. Avec les plantes, avec la terre, avec les enfants, avec les hommes, je suis tactile, je suis pas pudique. On sent que tu as un rapport très direct et concret avec la nature. Tu as grandi à son contact, tu as appris à vivre avec, à l'apprivoiser. Aujourd'hui, tu composes avec ses bienfaits et sa rudesse aussi parfois. Comment tu qualifierais ton rapport au monde et au vivant, à la flore, à la faune porquerollienne, et ton rapport aux éléments aussi ? On vit avec la météo, hein. De toute façon, on vit avec la météo, et
et les bateaux qui passent pas. Et donc la nature est toujours présente et on est soumis à ça. Et pas une forme d'humilité. Beaucoup d'humilité par rapport à ça. Et en même temps, beaucoup de force pour affronter. L'apprivoiser. Et l'apprivoiser. Et donc une totale acceptation des éléments extérieurs. Parce qu'on peut pas lutter. Et en même temps, ça renforce, quoi. On supporte la solitude, on supporte d'être soumis aux éléments extérieurs. Et en même temps, on en profite tellement. Et dans des moments de printemps et de fleurs et d'odeurs et de... Enfin, c'est tout à l'excès. C'est tout à l'excès, quoi. Trop. Les femmes ont du caractère. La météo a du caractère terrible, aussi. A du caractère. Voilà, il faut avoir du caractère pour vivre à Port-Cros. L'idée de femme gardienne de la nature, d'écoféminisme, est-ce que ce sont des notions qui te parlent ou pas ? Pas du tout, du tout. J'ai regardé ce que c'était sur Internet, mais je ne connaissais pas du tout. Pour dire les choses plus simplement, parce qu'en effet, c'est des grands concepts à la mode, dont on en parle beaucoup en ce moment. Question du féminin et de la défense de l'environnement, c'est quelque chose qu'on associe. J'aimerais quand même te parler d'une autrice que j'aime beaucoup, qui s'appelle Gabrielle Chitoshiba, qui est une romancière québécoise, dont les livres sont notamment consacrés à la défense de l'environnement. Et elle parle plutôt d'un féminisme maternel. Elle développe une définition du féminisme rural plutôt qu'écoféminisme. Alors peut-être qu'on va arriver à quelque chose qui te parlera davantage, mais je m'avance pas. Elle dit « On n'a pas besoin de dépasser les hommes ou de les égaler. Ce qui est important, c'est de tracer ses propres sentiers, de faire ce qu'on aime réellement, vivre en forêt, apprendre à vivre de façon autonome, fendre mon bois, fabriquer les plantes médicinales. J'avais envie de me réapproprier tous ces savoirs, ces pouvoirs-là, féminins. Ce rôle de protection de la nature s'inscrit là-dedans aussi, ce rôle de mère qui veille. » Du moment où la femme met au monde un enfant, forcément, peut-être spontanément, elle a envie de protéger ce monde-là, j'en sais rien. En tout cas, je pense que l'écoféminisme se nourrit de cette idée que tu as développée là à l'instant, tout simple, très simple. En 3 mots. En 3 mots. Sur le chemin qu'il faut avoir, parfois le courage de prendre pour être libre, est-ce que cette idée qu'il faut parfois quitter des lieux qu'on aime pour tracer le chemin de son éclosion, est-ce que tu es d'accord avec ça ? Ouais. Bah, quitter le lieu, ouais, bien sûr. Ouais. Bah, c'est comme les histoires d'amour, hein. Il y a des fois, il faut aussi, pour que ça se passe bien, il faut s'éloigner un peu, non ? Ça me fait du bien de partir un peu en vacances. Je reviens de 3 semaines de Bretagne, mais j'adore revenir aussi et ça fait plaisir de savoir que les vacances sont finies et qu'on a du plaisir à revenir chez soi. Est-ce que ça revivifie ton amour de l'île, de partir ? Pour mieux revenir, oui. Ouais. Est-ce que tu as l'expérience peut-être aussi de personnes qui sont restées, et qui sont jamais parties et qui sont devenues dingues, ouais. C'est vrai. Non, enfin, pas vraiment, mais je pense que ça enrichit aussi de partir et de prendre de la distance, parce que on peut vite se laisser complètement bouffer dans l'île, quoi. On peut vite déprimer, se sentir enfermé si on n'a pas de richesse intérieure on peut se sentir complètement écrasé et on peut devenir fou sur une île comme ça. C'est un piège, quoi. Est-ce que tu dirais que ta relation avec l'île aujourd'hui, elle continue d'évoluer ? Non, c'est moi qui vieillis, donc l'île c'est la même, mais c'est moi qui ai plus de mal à monter sur un bateau. Enfin, je me jette plus dans l'eau comme une gamine de 12 ans. Oui, j'ai un rapport plus posé, plus modéré, plus prudent peut-être. En même temps, tu vis un quotidien avec elle, donc si c'était fougueux tout le temps, tu serais épuisée, je pense. Est-ce qu'il y a aussi quelque chose de l'ordre des relations humaines, les enfants qui grandissent, du coup qui te font voir aussi l'île différemment ? Oui. Enfin, il faut que je sais pas du tout comment sera l'île dans 20 ans, dans 30 ans. C'est vachement dur à anticiper et à imaginer. Nos enfants sont moins, enfin je parle aussi nos enfants de mes frères et sœurs, sont moins attachés à l'île que moi je l'étais. Et du coup, souvent c'est un grand questionnement de savoir qu'est-ce qui va devenir de l'île plus tard, quoi. Mm-hmm. Mais bon. T'es sereine avec ça ou pas ? Pas très, non. Pas très, je suis un peu inquiète même. Moi j'ai beaucoup plus été préparée par mes parents à ça que nous avons préparé nos enfants à ça. Ah, c'est intéressant. Je pense. Alors, parce que du coup, tu parles d'un point de vue
de l'évolution de la nature ou de l'évolution des hommes sur cette île ? De la place des hommes sur cette île ? de la famille et de la... Non, la nature, elle sera toujours aussi violente et préservée. L'évolution de l'île, c'est sûr qu'avec le tourisme de l'été, c'est plus du tout la même ambiance que quand j'étais gamine. Et avoir des propriétés comme ça, ça va devenir de plus en plus difficile. Plus on est nombreux et plus la gestion des propriétés vont être difficiles, je pense. C'est vrai que moi j'ai eu un rapport, mes parents m'ont formé très vite à me débrouiller sur l'île. Mon père m'a beaucoup appris à bricoler, ma mère aussi. Mon père m'a fait promettre de m'occuper de ses oliviers quand il serait plus là. Donc, Toi, par exemple, Laurence, tu ne ferais pas promettre à tes fils ça ? C'est même pas la peine que je leur demande quoi que ce soit parce que ils sont déjà tellement attachés à l'île que on commence à faire des petits tutos, à savoir comment ça pète le compteur électrique. Si ça pète, il faut aller regarder là et là et là. Les chauffe-eau, c'est là et là et là. Le gaz, c'est là. Enfin, on fait des petites vidéos. On commence à faire des petites vidéos pour leur apprendre, connaître l'organisation et le fonctionnement de la propriété. Tes fils ont une trentaine d'années, c'est ça ? Bientôt, ouais. Est-ce qu'ils ont 28, 20. Est-ce que comme toi, jeunes, ils ont émis un jour le souhait de s'installer à Port-Cros ou pas du tout ? C'est difficile. C'était beaucoup moins compliqué pour moi. Et aujourd'hui, trouver du boulot sur l'île, c'est très compliqué. Je pense que pour le moment, ça leur convient suffisamment de venir me voir très souvent et de venir en vacances. Mais pourquoi pas, hein, peut-être qu'un jour ils s'y installeront, mais il faut que leur femme passe le test aussi. Est-ce que tu sais qu'un jour, il faudra que tu quittes cette île ? Ah, je sais qu'un jour, il faudra que je quitte, parce que physiquement, ça sera plus possible. Il y a des escaliers partout, la route, elle est en voiture, ma mère, à 94 ans, elle venait encore l'été dernier, mais que l'été, enfin, toute l'année, à 90 balais, je pense que ce sera pas possible, non. Ou bien, peut-être que si, mais ça m'étonnerait beaucoup. Tu penses pas trop ? Non, j'y pense pas. T'y penses pas. Je préfère ne pas y penser tout de suite. Demain, peut-être, mais pas aujourd'hui. Est-ce que vivre sur cette île a modifié ou modifie ton rapport au monde, et si oui, dans quel sens ? Bah oui, bien sûr, ouais, bien sûr. Dans quel sens ? Je le supporte plus, le monde, donc... Enfin non, c'est un peu dur de dire ça, c'est un peu exagéré. Oui, le monde, l'isolement déjà, physiquement, le rapport au monde, il y en a pas beaucoup. J'ai beaucoup de mal avec la foule physiquement. Un certain détachement, pas je m'en foutisme, mais ça va un peu trop vite pour moi, quoi. Le monde va trop vite pour moi. Quand mon neveu m'a expliqué cette application, comment ça s'appelle cette application atroce où tu poses des questions, il te répond tout de suite là. ChatGPT. Voilà. T'as jamais essayé ? J'ai jamais essayé ce truc et ça m'a. L'intelligence artificielle. Ça m'a terrorisé, quoi. Que tous les mômes fassent leur disserte aujourd'hui avec ça, quoi. Du coup, on réfléchit plus, on vit plus. Mais d'ailleurs, j'aurais dû préparer cet entretien entièrement avec ChatGPT. On va peut-être le refaire comme ça. Je me demande ce qu'il aurait dit. Féminité et insularité. Allez, vas-y, 2 heures. Très intéressant. Je pense que je vais faire le test. Si Port-Cros était une femme, quel genre de femme ce serait ? Quelle serait sa personnalité ? Si Port-Cros était une femme, c'est qu'une femme, Port-Cros. C'est une sauvage avec un gros caractère, bien trempé et avec beaucoup d'humour, j'espère quand même. Ah. Ça serait pas mal. Si c'était une femme et que ça serait une belle femme, il faudrait qu'elle ait une certaine dose de second degré. Ça serait cool. Mais l'humour, c'est important dans ma vie. En tout cas, une sauvageonne. Une sauvageonne. Ouais. Bon, sauf l'été où là, Port-Cros s'écrase et devient complètement soumise aux hordes de touristes. Et elle peut rien faire. Elle essaie de se protéger un peu avec le parc, mais il n'y a pas grand-chose à faire. C'est aussi un enjeu d'argent, forcément. Laurence, est-ce que tu serais d'accord pour terminer de lire cette dernière page du livre d'Étienne, qui est une forme de déclaration d'amour Je préfère que tu la lises. Vraiment ? Ah ouais. Bon. Je ne peux pas lire à haute voix, Étienne. Ok, alors je vais le faire pour toi. Comme je t'ai aimé, de passion, de déchirement et de délices, île donnée à tous, passagers et enracinés, esthètes et vacanciers, plagistes et méditants, donnée sans réserve, sans préférence, sans économie,
Tu donnes tout à profusion, la beauté de l'été du monde et le secret de ses nuits, le chant de l'engoulevent dans le maquis et le rocher acéré à fleur d'eau, l'enthousiasme vivifiant de la brise et le plomb de la canicule. Je t'ai aimée, débordante de tempête, dans ta colère magnifique, sans préavis ni retenue, grêle verticale, rafale, houle brutale, paquet d'eau, écume, nos oreilles saturées du sifflement du vent et des explosions des tonnes d'eau qui se fracassent sur le quai. Tu nous tenses, nous étrilles, nous sermonnes, nous violentes, pas de quartier, pas de demi-mesure, pas d'excuses, entière et absolue, tu te montres puissante, aveugle et somptueuse, nous tremblons, t'admirons en nous cachant et tremblons encore, puis, fourmis, nous rentrons nous sécher. Quelle beauté! Quelle beauté! Je crois qu'il l'a un peu décrite, l'île femme tout est dit. de Porquerolles. Forte. On est soumis à l'île et à la femme qu'est Porquerolles. Merci infiniment, Laurence. Merci beaucoup. Merci. Pour découvrir les portraits des femmes interrogées dans cette série, rendez-vous sur le site fragileporquerolles, toutattaché.com ou sur le compte Instagram de Fragile Porquerolles. Et pour ceux qui auront la chance de se rendre à Hyères ou dans ces îles cet été, la série fait l'objet d'une exposition photo et son à Porquerolles, au Fort Sainte-Agathe, et elle se déploie sous forme de cartes postales distribuées sur tout le territoire hyérois. Un jeu de piste y est associé avec une énigme à résoudre qui vous permettra peut-être de remporter un tirage photo de Porquerolles signé par Bernard Pess et des entrées pour la Fondation Carmignac, le Fort Sainte-Agathe et le Fort du Prado. Pour participer, vous trouverez plus d'informations sur le compte Instagram de Fragile Porquerolles. À très vite.